Bonjour à tous. On commence cette émission, ce grand before, par le point de vue appréciation de celle qui avait été nommée ministre de l'Emploi. C'est une très très bonne chose. D'abord, c'est une dame qui est très très valable parce qu'elle a fait un parcours politique assez... Elle a 37 ans, elle est très jeune, mais un parcours politique remarquable, franco-marocaine. Elle s'en est prévalue. D'ailleurs, elle a dit qu'elle était bretonne et marocaine, donc c'est une très très bonne chose. C'est la maman qui est bretonne et le papa qui est marocain. J'imagine, oui, ça se porte, je pense que c'est ça. Donc, Malek, j'ai pas vu le chapeau rond. Hein. Ils ont le chapeau rond, les bretons. Ça verra peut-être juste un point de vue très rapide de chacun d'entre vous sur la nomination de Mélanie Promary en qualité de ministre de l'Emploi en France. Après Najed Vallaud-Belkacem, j'espère que ça aura un impact positif sur les relations franco-marocaines. Et pas sur l'emploi et sur le chômage en France. En France, mais bon, moi je suis plus intéressé par ce qui se passe au Maroc. Ou par ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Hassan Alaoui, politologue, sur cette nomination d'une ministre franco-marocaine. Je m'en réjouis, mais il faut quand même rester prudent parce que c'est un secteur très 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 difficile. Donc, envoyer une patate chaude, c'est le ministère le plus compliqué. Quand même, parce que tous les mois, il va être sous pression, il y aura la présentation des chiffres. Le succès de la politique de Hollande repose sur le chômage. Leïla, mon comment en tant que Marocaine, en tant que femme, c'est très bien pour elle, mais je ne pense pas que, je pense que si elle est dans un gouvernement français, sa marocanité ne doit peut-être pas être, c'est pas ce qu'on va mettre en avant particulièrement, c'est son parcours, justement en tant que femme, son parcours, c'est ses résultats, ce qui fait qu'elle arrive là-bas, quelle que soit sa nationalité, etc. Et bah, comme celui de quoi le fait qu'elle soit nommée au ministère de l'Emploi, on sait que la France est en peut-être lutter, non, peut-être on devrait prendre aussi comme un signe l'emploi et connaît des discriminations, enfin il y a des discriminations importantes qui sont relayées très souvent par les chiffres officiels des hauts commissariats au plan, etc. Donc peut-être va-t-elle insuffler une certaine politique. On le souhaite en tout cas. On le lui souhaite, ça c'est sûr. On va revenir chez nous. Il y a tant à faire. Tant à faire sur la campagne électorale s'achève ce soir à minuit, donc c'est vraiment la dernière ligne droite. On peut, je pense, dresser un premier bilan sur l'atmosphère ambiante de cette campagne électorale pour ces élections 2015. Est-ce qu'elle a été, entre guillemets, propre? Ça veut dire que ça dépend de ce que tu entends par propre. Propre, c'est-à-dire que, est-ce que les partis engagés, les femmes et les hommes politiques engagés se sont respectés pendant cette campagne-là? Parce que déjà, ce premier niveau, et ensuite on ira peut-être sur le premier niveau, ça a été chaud, donc ça a même frôlé un peu le ridicule, des insultes, des insultes, des attaques personnelles. Mais à faire une petite analyse, on se dit que les gens utilisent des moyens qui marchent, qui fonctionnent. C'est quoi qui marche? Ça veut dire quand on voit les vidéos des principaux secrétaires généraux qui ont allé un peu fort, ils totalisent des vues de 300 000 vues. Il faut un carton au niveau des vues. Voilà, plus on insulte, plus on carton. Voilà, et est-ce que par les cochers on a plus de voix? Peut-être qu'il y a une corrélation parce que ceux qui votent justement ceux qui votent en majorité, c'est pas moi par rapport à cela, ce que je constate, c'est qu'il y a une certaine tutelle un peu des intellectuels, donc on n'est pas très représentatif dans le pays. Donc, et si je fais juste un petit parallèle. Très vite, parce que je voudrais avoir le genre de sentiment de chacun, là, il y a quelque chose de très dynamique aussi. Oui, politologue, campagne propre ou campagne sale? Merci. Enfin, je ne sais pas si il faut parler de campagne parce que pendant toute la première semaine, disons, on n'a pas senti qu'il y avait vraiment de campagne. Des premières semaines très calmes. Oui, très calmes, et puis on ne voyait pratiquement rien. Il y avait des réseaux sociaux donc, qui répercutaient un petit peu les enjeux, les groupes qui se constituaient, des réactions par-ci, par-là. Toujours est-il qu'on n'a pas senti vraiment qu'il y avait campagne. La campagne, à mon avis, n'a démarré réellement la campagne en ce sens que dans le cas de débat, et encore c'est un débat qui n'a pas existé, franchement il faut le dire, il n'y a pas de débat contradictoire, il y avait il y a eu des grands meetings, il y a eu de grandes assemblées, de gros rassemblements. Quand on a élargi la réflexion, finalement c'est les 40 derniers jours, heures,
je peux dire qu'il y a eu massacre. Il y a un discours qui est sorti. Oui, massacre à la française. Massacre, disant, de phrases, de discours, de violence même et tout. Et c'est là qu'on a senti que, franchement, les enjeux, évidemment, les enjeux étaient éclipsés pour laisser place, céder la place, au discours personnalisé. Donc en clair, on n'a pas eu de campagne, et quand il y a eu campagne, c'était une campagne de jeu verbal et de propos sanguins. Qui a phagocyté en fait le débat politique. Ahmed Ketani, est-ce que vous partagez un peu le sentiment de Hassan Alaoui sur le Absolument, la première semaine, comme il l'a si bien dit, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Dans le quartier où nous vivons, il n'y a quasiment rien, il n'y a quasiment pas de campagne électorale, mais bon, ça se passe. Est-ce que durant toute cette campagne, par exemple, vous avez croisé des candidats? Pas du tout, j'ai vu quelques attroupements ici et là, mais bon, pas grand-chose franchement. Mais le plus important est ce que vient de dire aussi Hassan, c'est-à-dire cette violence qui était un petit peu camouflée par le passé, mais aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit les vidéos, on voit tout ça, et franchement c'est décevant parce qu'on pensait qu'on avait franchi un certain pas ou certaines étapes dans notre évolution démocratique, parce que comme disait mon professeur Besbinelli, la démocratie c'est un état de culture et non pas un état de nature, et donc la démocratie ça s'apprend, et aujourd'hui on est loin d'avoir encore appris toutes les bonnes ficelles de la démocratie. Aujourd'hui on voit les dérapages qui sont regrettables, qui sont repris un petit peu partout et qui ne grandissent pas leurs auteurs. Est-ce que les dérapages ça fait pas partie des dérapages verbaux, peut-être dans une certaine proportion, est-ce que ça fait pas partie des campagnes électorales traditionnelles et un peu partout dans le monde? C'est un certain folklore en guillemets électoraliste, mais est-ce que le Marocain, une fois que le spectacle du folklore électoraliste est passé, se retrouvera demain avec une gueule de bois, avec des candidats qui ne feront toujours pas l'affaire ou qui n'assumeront pas les responsabilités telles qu'elles ont été définies par la nouvelle loi électorale, et on va repartir pour un tour à vide. Et c'est ça le danger. Déjà, Alaoui Ben Hachem sur la campagne, moi je trouve qu'il y a. Je partage évidemment toutes les opinions et je trouve quand même qu'il reste une forme de complaisance. On n'est pas. Les dérapages ne peuvent pas être qualifiés comme tels seulement. En fait, je pense que là aujourd'hui on arrive à des phases il y a des insultes, il y a de la diffamation, c'est-à-dire qu'en gros on a des véritables possibilités de traduire, c'est de porter plainte contre les personnes qui en sont coupables. Le problème. Oui, est-ce que une suite. Mais non, justement, ce qui est malheureux, c'est que comme la presse le relaie aussi, on a l'impression qu'il y a une sorte d'entente tacite pour ne pas rebondir. Les candidats ne rebondissent pas sur les déclarations des uns et des autres, quand bien même elles sont diffamatoires, quand bien même elles sont insultantes. Et je rappelle qu'il existe des procédures et des textes de loi pour cela. Il y a eu des menaces de poursuite. Il y a toujours des menaces. On est toujours dans. Effectivement, il y a des menaces. Ça fait partie du scénario. Ça fait partie du spectacle. Alors pourquoi est-ce que moi ça me fait partie de la campagne électorale? Alors ça ne devrait pas. On connaît des emportements et des débats à couteau tiré dans toutes les nations qui se disent démocratiques. On n'en connaît pas par contre qui se disent démocratiques et qui veulent travailler, d'aussi insultantes et d'aussi comment dire préjudiciables pour les intérêts que ce soit de la personne ou du parti qu'elle représente. Et une minute, je voudrais juste terminer. Et là par contre c'est révélateur sur une certaine idée, une certaine ambiance de la campagne électorale. Quel sens des responsabilités, quel sens de l'éthique, quel sens du devoir prétendent présenter ces personnes-là. Et je me permets juste de finir pour dire le deuxième point que je trouve inadmissible dans cette campagne, c'est que c'est une campagne qui me semble décalée. Encore hier, j'entendais des candidats au communal dire qu'ils vont lutter contre la pauvreté et l'analphabétisme. C'est bien beau, mais c'est pas ce qu'on leur demande. C'est pas dans leur prérogative. Est-ce que c'est parce qu'on a envie d'entendre l'électorat? Mais non, est-ce que c'est pas l'électorat qui a envie d'entendre? Non, l'électorat pas du tout. Franchement, je pense que peut-être modestement certaines de mes idées sont partagées par pas mal de monde avec qui j'ai l'occasion d'en discuter. Non, ce n'est pas une campagne électorale de faire des promesses que n'importe quelle personne qui a un bac peut faire. Non. Et ce n'est pas une prérogative. Moi, je veux dire aussi à la décharge des partis qui sont utilisés. Par exemple, on a pu recevoir tous les candidats régionaux de Gaza. Au niveau de Tizi, qui sont venus, on a organisé des cafés politiques. En fait, ça veut dire que chacun avait un rôle. Les secrétaires généraux, ils racontent un peu la masse, ceux qui votent. En fait, la campagne s'est passée dans les quartiers populaires. Allez voir dans les différents quartiers périphériques de Gaza, et là vous avez les méthodes classiques. En fait, c'est des gens qui distribuent des tracts. On organise des meetings comme tu as dit. Donc, on reçoit du monde, on fait un peu les réceptions, les fameuses. En fait, les outils classiques. Mais comme j'ai dit, maintenant, si on prend la meilleure chanson au monde selon
YouTube, c'est Gangnam Style, c'est pas la meilleure chanson, mais c'est elle qui a totalisé le maximum de vues. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut s'autoriser à tenir des propos aussi violents et agressifs parce que les sociétés aussi sont devenues un peu agressives et violentes. Ça veut qu'on répond à une demande, ça veut dire justement que ça répond à une demande. Voilà, moi les gens attendent les vidéos, les gens attendent les vidéos avec impatience. Ça veut dire que quand vous rentrez, c'est devenu même un divertissement. Mais c'est aussi la quintessence des réseaux sociaux. N'importe qui arrive, va sur son clavier, insulte, voilà, c'est tout. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une dictature, une minorité intelligente qui prend. Il y a un remplacement d'élite. Quand on voit les secrétaires généraux, la qualité de ceux qu'on a, ils ne sont pas venus du vide. Et ils ont eu des gens qui ont voté pour eux. C'est désolant, mais c'est comme ça. Est-ce que cette campagne électorale 2015, élection communale et élection régionale, c'est la plus agressive et la plus violente que vous ayez suivie? J'en arrive là. Moi, pour moi, il y a eu un phénomène incroyable, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a eu une radicalisation inédite et nouvelle entre deux forces principales. Donc, finalement, on a vu émerger deux composantes essentielles de ce champ politique. Je ne vais pas dire leur nom, mais c'est les principaux partis qui se sont affrontés parce que l'union a été lâchée. Et je veux dire, le chef de la majorité a même dit le nom à Tanger, par exemple, qu'il ne faut pas voter pour ceci ou cela. Donc, ou à Fessé récemment. Oui. Et il y avait cette radicalisation qui est inédite. Et cette radicalisation inédite aussi laisse émerger quelque chose que j'ai découvert, c'est qu'en fin de compte, nous étions habitués à un débat contradictoire, même au passé. Il y avait des partis traditionnels. Aujourd'hui, les partis traditionnels que nous connaissons, ils se sont éclipsés. Et ce sont les deux partis qui ont 15-20 ans, même pas, qui finalement ont émergé maintenant, qui émergent le débat et qui, j'allais dire, dictent les règles et dictent le comportement. Alors, maintenant, ce qui est, c'est qu'il y a un langage introduit depuis les dernières élections qui est celui du populisme. Les élections législatives de 2011. Oui, c'est un populisme effarant, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument politique, il n'y a que, je dirais, l'insulte et le mot, le mot vulgaire à la limite. Et de dire aux citoyens ce qu'il a envie d'entendre. L'excommunication. Non, pardon, excusez-moi, il n'a pas envie d'entendre ça. L'excommunication. Mais ça dépend de qui tu parles. Non, mais justement, je vais essayer de parler. Juste en l'exemple, pour savoir, pour resituer les. Et donc, ces trois facteurs, la plus bien cités, ils ont émergé dans cette élection. Et ce que je ne sais pas, qu'est-ce que ça va changer aux choses, parce que la réalité, qui est la réalité locale, les besoins quotidiens des citoyens et tout, sont complètement éclipsés par rapport à... C'est ce que nous faisait là. Mais juste une chose, ensuite Malek Etani et Leïla, est-ce qu'il y a eu 2003, les élections communales qui se sont déroulées, on s'en souvient tous, où il y avait un contexte, un environnement un peu particulier, c'était au surlendemain, c'était au mois de septembre, donc c'était 3-4 mois après les attentats du 16 mai. Oui, mais c'est surtout après le nouveau règne, c'est-à-dire l'arrivée du nouveau règne. On parlait beaucoup par le passé, je veux dire, on condamnait violemment le passé, les élections du passé, et on pensait qu'en 2003, de nouvelles règles allaient s'imposer, donc ça s'instaurait, et on parlait de transparence, mais le discours était feutré. Aujourd'hui, il n'est plus feutré. Aujourd'hui, le discours, celui que veut faire de la politique, et le chef de la majorité l'a dit, si vous voulez faire de la politique, soyez pratiquement, je veux dire... Il faut être un homme. Oui. C'est un homme avec toute sa virilité, dans toute sa décision. Pardon, Rachid. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est, justement, tu parlais de ces nouveaux partis. Voilà. Ne serait-il pas amateur, entre guillemets, par rapport aux partis traditionnels, on connaît tous, sans les citer, où ils étaient plus ou moins structurés, où il y avait des pros de la politique. Est-ce que là, aujourd'hui, justement, est-ce que ça manque un petit peu de professionnalisme, technicité, c'est-à-dire les vrais politiciens? Est-ce qu'on a de véritables politiciens? C'est exactement sur quoi je voulais rebondir, et je voulais aussi répondre dans une même réponse. Vous parlez de, ça dépend à qui vous vous adressez. Là, moi, je refuse totalement ce constat aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un à qui on s'adresse. On a un programme global d'une société globale qui concerne tout le monde. Cette société, aujourd'hui, on lui reproche quoi? On lui reproche d'avoir un discours populiste. On lui reproche de ne pas avoir le sens des responsabilités et la peur de la sanction. La peur de la sanction, on n'infantilise pas quelqu'un. Mais quand on insulte quelqu'un, il y a des sanctions. Point final. Aujourd'hui, nos représentants jouent le jeu de ce populisme-là, laissent
l'institutionnalise. Et comment voulez-vous ensuite réprimer les comportements du quotidien qui sont calqués sur ces comportements? Dans le jeu politique, vous m'expliquerez sans doute que ça a un intérêt politique parce qu'on draine une certaine population et on n'y peut rien, et c'est comme ça. Je comprends cette position. Ce n'est pas comme ça que je vois un gouvernement. C'est encore moins comme ça que je vois des candidats. Et ce n'est pas que moi, en fait, c'est la justice qui les voit pas comme ça. Alors où sont les personnes qui sont censées appliquer, ne serait-ce que le principe de la charte communale, ne serait-ce que le principe de la charte communale? Non, mais ça existe, c'est pas du... Mais moi, je veux juste dire que je sais qu'on est dans malheureusement un pays où l'état de droit, la notion d'état de droit, on essaie de faire des aménagements avec. Normalement, un état de droit est implacable. Il n'y a pas d'aménagement à avoir avec une insulte ou une accusation en diffamation. Voilà. Ça, c'est le point de vue absolument rigoureux et théorique et tout à fait valable et respectable. Maintenant, dans cette campagne, il y a eu des diffamations, des accusations très graves qui vont être plus ou moins suivies de poursuites judiciaires. Mais demain, ces mêmes partis vont devoir faire des alliances pour pouvoir contrôler. Et demain, ils vont s'embrasser affectueusement parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour dominer ou diriger une ville ou une commune. Donc c'est un scénario, c'est une sorte de vaudeville un petit peu... C'est une réaction. Maintenant, je reviens sur ce que disait Sir Hassan tout à l'heure. Juste avant, si vous permettez, il y a eu quand même des propos... Je perds mon idée. Oui, mais il y a eu des propos graves, enfin en tout cas insultants, diffamatoires, entre deux partis dont d'ailleurs, à partir de lundi, bien sûr, je dis bien, vous ferez sur Twitter qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque là c'est la campagne électorale, donc c'est difficile pour nous de citer le nom de parti, le nom de chef de parti ou autre, mais il y a des choses très graves qui ont été échangées entre deux formations. Il ne se passera rien du tout. Oui, il se passera rien du tout. Il ne se passera rien du tout, parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Ils vont faire des tractations à Tiznit contre Oujda contre Tafilel, je ne sais rien, mais en tout cas, il y aura des deals qui vont se passer entre les mêmes partis. Et d'ailleurs, même le chef de la majorité, pour ne pas le citer, a dit que les alliances avec l'autre parti qui l'aurait insulté, je parle au conditionnel, était d'actualité. Donc, allez comprendre. Comme je disais il y a 2 jours, c'est la recrédibilisation du politique qui est en jeu. Je l'ai écrit hier, j'ai dit que c'était un problème de crédibilisation. Il y a un problème de transparence des élections. En 2003, on a dit que ça allait être transparent. Force est de constater que le ministère de l'Intérieur a joué son rôle. Il y a des agents d'autorité qui ont été sanctionnés, il y a des réunions qui ont été tenues, etc., etc. Et donc, ça donne des gages de transparence. Maintenant, sur le terrain, allez voir. Maintenant, le problème, c'est l'image que renvoie ce leadership politique et partisan. Tout à l'heure, Mme Alaoui disait que, quel exemple, ces leaders qui sont supposés mener et donner la voix, éclairer le commun des mortels, se donnent en pâture ou en spectacle comme ça. Qu'est-ce qui reste pour les autres? On a besoin de rigueur, pardon, mais la rigueur de ce qui nous manque, il faut absolument qu'on y arrive. On ne peut plus laisser ça, ces jeux-là se perpétuer, continuer. La crédibilité, elle est fondamentale pour réussir ces élections et le travail demandé. Mais ce que dit Amin Malek, c'est même pas demain, c'est dans les élections. Dans les élections professionnelles, ces deux partis dont on parle, se sont arrangés entre eux, principalement celui qui est soutenu, donc le parti qui est en pour certaines chambres, pour pas mal de chambres, pour pas mal de chambres, mais moi ce que j'ai envie de dire, quand vous avez dressé et bien quelque part un petit peu l'atmosphère ambiante, est-ce que ça veut dire aussi qu'on se moque et qu'on se fiche des Marocains et des Marocains? Non, je veux dire, on voit des trucs et puis ensuite j'ai vécu ça de plus près. En fait, il ne faut pas généraliser. Dans un parti, il y a de tout. Il y a eu des candidats super intéressants, il y avait des programmes qui sont prêts à discuter d'une manière intellectuelle, construite. Mais quand on voit les médias, ceux qui font plus d'audience, est-ce que c'est des médias de qualité? Ceux qui balancent n'importe quoi, on le voit sur les réseaux sociaux. Quand vous balancez une info, un crime ou quelque chose comme ça, vous avez plus de vues. Quand vous parlez de choses intéressantes, il faut qu'on sorte de cette dictature d'une minorité. Il y a une évolution dans la société. Malheureusement, on a régressé au Maroc, faute d'un système d'éducation fiable, pour plusieurs raisons. Maintenant, moi j'ai vécu ça aussi en entreprise, quand on fait du marketing, quand on avait les premières versions des publicités, nous on aimait.
mais on savait que ça n'allait pas faire effet. Et on descendait à des niveaux vraiment, pour pas dire... pas du tout intéressant, qu'on n'appréciait pas, mais on savait que c'est ce qu'allait apprécier le marché. Et voilà. Et les partis politiques ont compris cela. Quand il s'agit de faire des votes, eh ben c'est des insultes, c'est des vidéos qu'on balance et qu'on n'aime pas et que j'apprécie pas les premiers. Mais quand on veut faire des débats et des cafés politiques, eh ben il y a des candidats très intéressants avec. Et il faut continuer à le faire. Moi, je vais retirer finalement la conclusion parce qu'on est là justement pour tirer une morale, n'est-ce pas? Je constate que les Marocains, je veux dire, les électeurs risquent d'être un petit peu, récupérés, kidnappés. On leur a enlevé finalement leur chance de s'exprimer parce que le débat a été complètement détourné. Je reviens à cette idée de populisme. Dans quelle mesure maintenant finalement le populisme ne va pas être le discours, parce qu'avant les élections, il y a eu toujours des joutes oratoires au Parlement, des phrases assassines sur les femmes, et ceci et cela. Donc, mais la campagne, finalement, a renouvelé un petit peu ce répertoire, ce langage, et leur a donné à ces deux principaux partis, en fait, un seul parti qui n'a pas de programme, qui n'a pas de politique à proposer pour l'instant, je veux dire, de changement radical des choses et d'avancée, que le discours pour séduire et mépriser l'élite. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est un mépris de l'élite, c'est un mépris de ceci, cela. On a transformé un petit peu. Oui, ça veut dire que c'est ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que les politiques ou certaines politiques, en fait, quand ils font de la politique, il y a une campagne électorale, ils excluent l'élite, parce que pour aller le on est là, on choisit de critiquer, de désigner l'élite comme argument politique. Pour dire des choses prosaïques. C'est-à-dire les partis politiques diabolisent l'élite? Oui, certains. Pour l'opposer, il y a une position de... Et on l'a vu. Les fameuses phrases, vous étiez banquier, vous étiez celui, qu'est-ce que vous avez à faire avec la politique et tout, n'est-ce pas, c'est pas votre affaire et tout ça. Ça veut dire qu'en fait, on maintient le discours politique aujourd'hui que l'on croyait avancé, on le maintient à un stade, si vous voulez, de presque, j'allais dire, de primaire. On met en opposition les classes sociales? Mais tout absolument. Tout à fait. C'est quelque chose qui est la leçon qu'il faut tirer aujourd'hui. Allons-nous continuer justement dans ce populisme qui est une dérive? C'est-à-dire que la politique aujourd'hui, c'est la lutte des classes? C'est pas la lutte de classe marxiste, on n'est pas là pour alors, mais c'est dans un discours, même dans un tweet, me semble-t-il, un candidat des classes bourgeoises a même dit que le golfe d'Anfa, pour parler d'un endroit où on fait du golf et du sport, se deviendrait un jardin public dans un meeting. Voilà. Alors, le golfe d'Anfa, qui est une institution qui date depuis les années 20, va devenir un jardin public. Ça, c'est du populisme. Parce que personne ne peut d'abord avoir le pouvoir de le faire, parce que c'est un terrain qui appartient à qui on sait. Donc, c'est des choses qui dépassent l'entendement. C'est du populisme. Mais aussi, il y a une marginalisation de la classe sociale aisée ou volontaire. C'est une démarche classique qui a existé dans d'autres pays qui ont voulu prendre cette tendance, comment dirais-je, plus à droite. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de laquelle on s'inquiète. Vous pensez qu'il n'y a pas de troubles dans les campagnes à l'étranger? Il y a des super démocrates. Mais ils ont des plans de communication et ils ont des personnes qui s'occupent de leur communication. Oui, mais attention, ils leur sortent des trucs genre des petits agendas où il y a des petits rendez-vous galants, etc. Il y a des trucs comme ça. Même ce qui s'est passé à New York un jour. Mais est-ce que ça sort via le circuit officiel de la campagne? Sûrement pas. Oui, mais écoutez, je vous après, c'est aux autres. Moi, je prends défense pour personne. C'est aux autres à se défendre. Mais vous avez la lutte des classes. Ben, les autres et l'élite, qu'est-ce qu'ils font? Mais cette nuance-là est importante. Les bacs plus 10, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Les coups bas qui viennent des clubs électoraux ou des soutiens, des mouvements de soutien, des campagnes. Mais c'est parce que là, on peut parler de jeu, parce que là, on a des jeunes, on a des bénévoles, c'est souvent ces structures-là. On n'est pas dans un circuit officiel qui reçoit des subventions de l'État. Le sens de la représentativité aujourd'hui, on le met souvent au second plan, sous prétexte qu'on vit dans une médiocrité ambiante. Non, cette médiocrité ambiante, on doit lutter contre elle au plus haut point. Cette médiocrité fait qu'on va utiliser des arguments fallacieux contre une classe et contre une autre. Ça soit des deux côtés. Et au final, pour les élections dont on parle, les enjeux ne sont pas discutés, les enjeux ne sont pas les bons. On ne sait même pas de
quoi on parle, le discours est décalé. Il y a un problème. Moi, demain, je vais voter parce que je veux améliorer la vie de mon quartier. Je ne vais pas voter parce que je veux améliorer la vie de mon pays. Logiquement, c'est comme ça que l'on devrait penser. Et aujourd'hui, on ne veut pas nous donner ce discours-là parce que personne n'a un programme précis dans mon quartier. Ouvrir une crèche, améliorer cette route, sonder les besoins. Je parle pour là où je vis, je parle pour là où je travaille, je parle du comment ça se convertit en cirque dernier. Tous les partis. Très rapidement, on va passer au second sujet, après le petit alors je réponds juste à ce qu'a dit Abdelmal tout à l'heure et après je reviens à ce qu'a dit Leïla. Par rapport à cette histoire de golf, en fait, pour être honnête, il y a eu un débat, et d'ailleurs ça a même été sorti dans un débat. C'est-à-dire que le candidat dont tu parles, c'est juste qu'on a parlé du stade, on a parlé du stade Mohamed VI, qu'on devait changer en un parc. Il y a quelqu'un qui a avancé pourquoi stade Mohamed VI, et là on retrouve justement des classes, pourquoi pas le golf. Et c'était juste une. Alors, la réponse était lançant le débat, faisant. Mais par rapport à la. C'est pour illustrer le débat et le clivage qui est en train de se développer entre ça et ça. Mais par rapport au ça a existé depuis des dizaines d'années. Mais par rapport au tous les programmes partis sur Gaza, on parlait de crèches publiques, de réhabilitation. Ils n'ont pas fondé les besoins. Mais on est à un stade de la promesse. Voilà, donc ça on verra. Dans l'attente qu'on transforme le golf d'Enfant en un nouveau parc Gorky, comme celui qui est magnifique d'ailleurs à Moscou, conseil pour les achats. Donc deuxième sujet que nous allons aborder, c'est on va essayer de se projeter après le 4 septembre, compte tenu qu'il y a à peu près plus de 10 ministres, 12 ministres précisément, qui sont candidats à ces élections locales. Hassan Alaoui, politologue, 12 ministres candidats. Si dans l'hypothèse où ces 12 ministres se retrouvent élus au perchoir d'une commune ou d'une région, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer que ça va poser le problème, je dirais, constitutionnel, d'intérêt d'abord, je veux dire, de contradiction, d'intérêt. Et puis, c'est-à-dire qu'on peut pas être ministre et à la fois être président d'une commune, président d'une région. Non, on peut pas, c'est fini, le cumul, ça fait des lurettes comme on parle, et que on se oui, mais on n'arrive pas à statuer là-dessus, et le cumul est toujours possible, il y a toujours des ministres qui sont présents en commune, par exemple. L'article 17 qui explique, en fait, qui va expliquer tout ça, je crois que Mme Alaoui vous en parlez tout à l'heure, mais normalement il y a contradiction. Il faut donc, on ne peut pas être président de région, président de conseil communal, etc. Il y a une loi organique qui est claire là-dessus. On ne peut pas être à Saint-Laudin et à Rabat, je veux dire. Et si en plus on est député. Non, mais c'est le cas aujourd'hui. Il y avait une personne qui sont par exemple députée à Tarounet ou dans d'autres régions du Maroc et président du commune. C'est un cumul ahurissant qui risque de mettre en contradiction un petit peu le texte. Mais est-ce que par rapport à ces élections, les règles du jeu sont claires? Ne sont pas claires parce qu'au départ déjà, on aurait dû expliciter les choses à ces candidats. Ils sont une douzaine pour leur dire écoutez, attention, là vous allez donc au feu du communal et du régional. Attention, vous êtes déjà dans une posture assez délicate, mais on n'a pas fait ça. Donc on va avoir encore émergé une situation, je dirais, anticonstitutionnelle. Ça a été Nabira et ensuite Leïla El Aoui Ben Hachem et Abdelmal. Moi, si tu veux, je peux te lire l'article. Non, pas forcément le lire, mais il y a en tout cas. Non, les éditrices et les auditeurs, il y a une loi organique qui existe, il y a un cadre juridique, et pour autant, il y a 12 ministres qui se portent candidats, que ce soit au communal ou au régional. Donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire que s'ils sont élus, donc ils ne pourront pas être à la tête d'une région ou à la tête d'une commune et à la fois ministre? Alors moi, justement, on ne peut pas être à la tête d'une commune et d'une région et en même temps membre du gouvernement, ni du CES aussi. Ceux qui sont dans le Conseil économique et social doivent aussi démissionner. Donc ça pose un vrai problème. Nous, on avait posé la question aux candidats. Tous, ils sont conscients de cela, ils comprennent qu'ils vont relancer. Ça veut dire que même quand ils sont élus président de région, ils doivent renoncer même aux législatifs, parlementaires. Mais j'ai posé la question hier. Dans les faits, est-ce que ça se fait? Justement, dans les faits, d'une personne qui est présidente d'une commune à côté de Rabat et qui est ministre, et qui est un nouveau candidat.
Est-ce que du coup, il ne peut plus cumuler, et donc normalement la loi ce qu'il dit c'est qu'il doit être démis du mandat le plus ancien. Ça veut dire que s'il est élu donc président de région et qu'il est ministre, il ne doit plus être ministre normalement. Ça c'est la loi. Maintenant j'ai posé hier la question avant de venir à pas mal de gens. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Attention, là, on me dit aussi que Leïla, la loi n'a pas été promulguée. Elle est dans le projet. Elle sera réagir. Ça va être la bien la voix de la juriste et de l'acteur associatif. Maintenant, le risque qui est, c'est que déjà une bonne partie des ministres du PJD, ils sont candidats. Pas que de ce parti-là. Le mouvement populaire. On ne prononce pas de nom. Non, mais c'est pas. Mais bon, le mouvement populaire. Donc, alors. Il y a 12 ministres de ce gouvernement, c'est quasiment un tiers. Alors, un tiers du gouvernement. Qui est, en off, les gens répondent des partis, ils disent que vu que législatif c'est dans même pas un an, donc on va laisser faire et on commencera donc pour les prochains le prochain gouvernement, c'est là où on va appliquer réellement. On prépare des petites planques. Oui, les règles du jeu sont pas. Juste de toute façon, alors, la Constitution de toute façon a prévu, et donc la Constitution elle est bien en vigueur dans ce pays, elle a prévu un nombre de garde-fous et puis surtout de mesures qui nous permettent de conclure que non, on ne peut pas cumuler les fonctions, et puis le respect du vote, la philosophie du vote veut que si on n'a pas eu le visa populaire, eh bien on ne devrait pas exercer au gouvernement. Je trouve que représenter 12 ministres dans un gouvernement c'est de l'amateurisme, ou bien c'est le non-respect des institutions, vous appelez ça comme vous voulez, mais ne pas prendre en considération donc un projet de loi, parce qu'au stade où on en est... Elle en est où la loi? Est-ce qu'il y a une loi qui a été promulguée depuis janvier, on est au stade du projet de loi qui a été adopté par le gouvernement. Il ne peut pas y avoir de mandats, c'est-à-dire qu'on ne va pas être ministre, président d'une région. Non, s'il vous permet, je vous surtout vous écoute. Est-ce qu'il y a une loi, la LOPNHM aujourd'hui, qui a été promulguée et qui stipule qu'on ne peut pas être à la fois ministre et à la fois président d'une région? Elle est sur le projet. Le projet de loi qui a été déposé en janvier, qui a été adopté par le gouvernement, stipule bien, oui, effectivement, qu'il n'y a pas de cumul des fonctions en cas d'élection. Ça veut dire que si demain ou après-demain, il y a un ministre qui est à la fois président de commune et président de région, il sera hors la loi. Ah non, ça dépendra de la promulgation de cette loi, effectivement. C'est la parution officielle. Et donc le timing. Et donc l'emplacement de la loi. Saladin Abira qui nous dit en fait, moi j'ai discuté un offre avec certains candidats qui se retrouvent dans cette configuration, qui vont laisser traîner les choses pour donner législative ou pas du tout. Je n'accepte pas cette idée parce qu'il y a un problème d'éthique. Et la politique aujourd'hui, si on veut faire de la politique, un problème d'éthique. Regardez par exemple, je m'excuse, le cas de la France, il y a un monsieur qui s'appelle François Rebsamen qui a démissionné de son poste ministériel pour aller s'occuper de sa mairie à Dijon. Et c'est là, aujourd'hui on en est là. Est-ce que les ministres vont finalement se rendre à l'évidence de l'éthique que nous voulons construire? C'est la base, le socle de la démocratie. Il a annoncé à Abdelmelek. Il a dit si je suis président de la région de Abdelmelek, je vais tout à son honneur. Il ne faut pas qu'on dise les auditeurs en erreur, parce que tant que la loi n'a pas été validée et publiée officiellement du bulletin officiel, elle n'existe pas. C'est qu'un projet, on peut avoir beaucoup de projets, mais tant que ce n'est pas promulgué, donc les gens ne sont pas en porte-à-faux par rapport à la loi. Donc ça, c'est d'une part. Je ne pense pas que 12 ministres du gouvernement, vous l'avez si bien dit, vont aller se mettre entre guillemets dans la gueule du loup et risquer leur poste ministériel sans avoir de garantie en face d'être élus. D'abord, les 12 ministres sont probablement, j'ai pas encore fait une analyse, ils sont peut-être dans des fiefs électoraux de leurs partis respectifs où ils ont une certaine garantie de passer à tous les coups. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais s'il y en a un ou deux ou quelques-uns qui demain devraient ne pas être élus, eh ben ne vous inquiétez pas, ils démissionneront pas et il n'y aura vraisemblablement pas de remaniement ministériel. Parce que d'abord, comme on l'a si bien dit, l'année prochaine, il devrait y avoir des élections législatives et un nouveau gouvernement. Ces messieurs, si leur parti repasse, eh bien, ils seront reministres encore une autre fois, ou ils iront ou dans leur commune. Il y a un point important qu'il faut donner cette petite précision. Il y a la communauté internationale qui nous tape sur les doigts, et pas que. Il y a, moi je veux dire, tous ceux qui sont des professionnels du droit aussi. On est dans un pays où on a une constitution qui a été votée en 2011 et dont une grande partie des lois organiques qui sont
sont censés permettre l'application de cette constitution n'ont toujours pas vu le jour. On est au stade de projet, alors on les a bien créés, ils sont là, etc. Mais ils ne sont toujours pas promulgués, ils ne sont donc toujours pas applicables. Et dans le cas des élections, c'est encore plus dramatique parce que la constitution a prévu des garde-fous. On peut en donner déjà 3, comme le droit de présenter des pétitions au président des régions, comme le droit d'ester en justice, c'est-à-dire d'aller en justice pour un recours en inconstitutionnalité des lois. Quand on estime qu'une loi qui a été promulguée elle est contraire à la Constitution, on peut aller devant la justice, le citoyen lambda peut y aller. Et la 3e, c'est le droit de déposer des motions devant un Parlement. Toutes ces lois-là, à qui, par exemple, la Cour constitutionnelle, elle a eu sa loi organique, mais on a mis, pour cette procédure qui concerne le citoyen, on verra plus tard. On en est là. Non, mais justement, là, il y en a, je dois peut-être illustrer. Oui, juste là-dessus, parce que je voulais finir. Un autre aspect, c'est un politologue. Si, je rappelle, il y a 2 ministres qui sont candidats à ces élections locales. Un ministre qui perd à une élection locale, est-ce qu'il se doit aussi, au nom de l'éthique, de présenter sa démission? Je n'ai pas été élu localement, donc j'ai une perte de légitimité et je ne suis pas forcément très habilité éventuellement. C'est très bien que vous en teniez au terme de l'éthique, parce que justement, ça m'étonnerait qu'il quitte ses fonctions. Parce que, même s'il perd aux élections? Bien sûr que non. Enfin, on n'a jamais vu ce cas de courage politique pour aller jusqu'au point de mettre en évidence, je veux dire, les valeurs qui sont de la démocratie normale et de l'éthique politique, ça n'existe pas. C'est quand même extraordinaire. Moi, je voudrais souligner une chose, c'est que vous n'avez pas remarqué que, par exemple, depuis la dernière constitution qui a été votée à l'unanimité le 1er juillet 2011, et aujourd'hui, il s'est passé quand même presque 5 ans, n'est-ce pas? Et bien, dans ces 5 ans, je crois avoir, je veux dire, ressenti qu'on a vécu dans j'allais dire une anticonstitutionnalité extrême. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chambre, il n'y avait pas de 2e chambre, mais il y avait une chambre, je veux dire, la chambre des représentants, et puis on vivait donc à côté comme si la 2e chambre n'existait pas. Comme ces élections, comme les élections locales, qui auraient dû se tenir déjà il y a bien longtemps. Oui, alors comme a dit Mme Alaoui, il y avait des textes qui créaient la fonction, c'est-à-dire des organes et tout, mais il est illégitime par rapport à la 2e chambre, elle appartenait au passé. C'est extraordinaire. Très vite là-dessus. C'est la Labyrinthe. Je le rappelle. 12 ministres candidats. Si certains ne gagnent pas aux élections locales, est-ce que vous considérez qu'ils doivent présenter leur démission et ne pas rester ministre? Parce que quand on a perdu à une élection locale, on n'est pas forcément très revigoré, j'ai envie de dire, pour poursuivre son mandat ministériel. Effectivement, parce que la gestion d'une commune, la gestion d'une région, c'est une grosse affaire, surtout avec le projet de... Non, je veux dire, un ministre qui perd une élection locale, quelle légitimité, qu'est-ce qu'il lui reste comme légitimité au niveau national? Qui perd une élection locale? Oui, qui perd à la région, qui perd au communal. Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il peut continuer, ne serait-ce que sur le terrain de l'éthique, sa fonction et son mandat de ministre? En fait, c'est deux choses différentes. En fait, deux choses différentes. Elle a été élue ministre parce que bon, le parti l'a présentée, parce que jugeons qu'elle a des compétences, parce qu'aussi il ne faut pas oublier quelque chose, que dans le choix des ministres, il y a le critère de compétence et de maîtrise technique qui est aussi important. Il n'y a pas que la légitimité, parce que bon, même ceux qui ont fait des scores parlementaires. Mais quand on a été désavoué sur le terrain, les gens qui ont été sur le terrain, Malek Italie, juste pour conclure là-dessus, un ministre candidat qui perd des élections locales, est-ce qu'il n'y a pas une perte de légitimité qui pourrait remettre en cause et en question sa légitimité en tant que ministre? Juste avoir le sentiment de chacun. Théoriquement oui, mais chez nous non. Pour être très court, théoriquement oui, d'un point de vue moral oui, mais en pratique non chez nous. Les Marocains en ont marre de ce sens de l'impunité. C'est ce qu'on ressent. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas puni. Il faut faire quelque chose. Autre chose, on se prévaut toujours de son titre de ministre, souvent, pour justement gagner l'élection. Je veux dire, communale. On verra en tout cas si ça va compter, on verra quand on est ministre. Mais ministre au gouvernement, c'est la légitimité du parti, donc le score électoral qu'il a fait. Mais celle qui doit prédominer comme légitimité, c'est la légitimité populaire, me semble-t-il. Merci à vous. Parce que malheureusement, c'est fini. On va passer au sport, au talk avec Lino Bako et ses consultants. Donc merci une fois de plus à chacun d'entre vous. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis et je leur souhaite une bonne journée.